Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission H comme hémicycle. La tribune de la représentation nationale reçoit sur ce plateau Kosma Merci, ancien ministre de l'Éducation nationale, membre du Conseil national de transition, rapporteur général au groupe parlementaire Alliance démocratique. Il sera question au cours de cette émission du décryptage du règlement intérieur du Conseil national de transition. Bonjour. Bonjour. Oui, bienvenue sur ce plateau de H comme hémicycle, une émission consacrée aux activités du Conseil national de transition. Et pour nous permettre de planter le décor, alors dites-nous, Kosma Merci, quelles sont les grandes articulations de ce règlement intérieur du Conseil national de transition? Merci Robert. Le règlement intérieur qui fait office, n'est-ce pas, de texte organique du Conseil national de transition. Et donc, dans ce texte, il y a l'aspect disciplinaire, donc l'organisation de ce qui constitue le Conseil national de transition. Il y a aussi l'aspect fonctionnel, donc la structuration du Conseil national de transition. Il y a aussi ses prérogatives. Qu'est-ce que le Conseil national de transition est amené à faire exactement? Quel est le lien entre le Conseil national de transition et les autres institutions, n'est-ce pas, de la République? Donc, c'est un texte qui cadre le fonctionnement du Conseil national de transition. En 2018, on avait adopté la loi fondamentale consacrant la 4e République et du coup, cette 4e République était partie avec le décès tragique du président Marshal Idriss Déby Itno. Alors, dites-nous concrètement, est-ce que ce règlement intérieur du Conseil national tire-t-il sa source de la charte de transition ou de la loi fondamentale consacrant la 4e République? On peut tenter l'explication de deux manières. D'abord, sur le plan juridique, le règlement intérieur actuel du Conseil national de transition tire sa source, n'est-ce pas, de la charte de transition. La charte de transition qui constitue actuellement, n'est-ce pas, la loi fondamentale, parce que ça remplace la Constitution. En cette période exceptionnelle, c'est la charte de transition qui règle, n'est-ce pas, le fonctionnement du pays. Et donc, le règlement intérieur du Conseil national de transition s'adosse, n'est-ce pas, à la charte de transition. Donc, il y a l'aspect constitutionnel. Ça doit être vérifié par rapport, n'est-ce pas, à la charte de transition. Mais quand on voit maintenant au plan pratique, il n'y a pas une grande différence. Oui, il n'y a pas une grande différence avec le règlement intérieur, n'est-ce pas, de la 3e législature. Donc, en termes de fonctionnement, en termes de mission, en termes aussi, n'est-ce pas, de contrôle, n'est-ce pas, de contrôle de pouvoir, ainsi de suite, ça, c'est typiquement ce qui a été déjà même conçu dans le règlement intérieur de la 3e législature. Voilà, donc je peux dire que l'actuel règlement intérieur du Conseil national de transition, n'est-ce pas, tire sa source à la fois, n'est-ce pas, de l'ancien règlement intérieur et aussi de l'actuelle charte de transition. Et pourtant, après l'adoption de la loi fondamentale consacrant la 4e République, le règlement intérieur de cette 4e République n'était pas complètement élaboré. Oui. C'était encore en draft. Oui, c'était en draft parce que vous voyez, la 4e République, on peut dire qu'elle a été née suite, n'est-ce pas, au forum de 2018, où on passe, n'est-ce pas, des régimes, n'est-ce pas, semi-présidentiels, n'est-ce pas, au régime présidentiel
Et donc, à ce niveau, vous avez vu que la primature a été supprimée. Donc, il ne restait que la présidence. C'est là où on parle, n'est-ce pas, de régime présidentiel intégral. Donc, on était déjà en 4e République. Et vous voyez que, subitement, le destin a voulu que le maréchal de la République, n'est-ce pas, parte. Et donc, quand il est rappelé, n'est-ce pas, auprès de Dieu, alors c'est un vide. Et donc, nous gérons maintenant, n'est-ce pas, des situations exceptionnelles. Et en cette situation exceptionnelle, on ne parle plus, n'est-ce pas, de la 4e République. Pour moi, la 4e République a disparu avec aussi la mort du maréchal. Parce qu'il faut comprendre qu'on est revenu, n'est-ce pas, au régime semi-présidentiel avec la rouverture de la primature. Donc, c'est un passage, n'est-ce pas, tacite, c'est un passage involontaire, c'est un passage, n'est-ce pas, catastrophique, on peut dire, n'est-ce pas, de la 4e République. Je ne sais pas si on est déjà dans la 5e République ou bien c'est le retour. Conseiller Kosmadi, merci. Du fonctionnement et de l'organisation du Conseil national de transition, l'on remarque que dans les différents bureaux, que ce soit du bureau du président du Conseil national de transition, que ce soit dans les commissions, les groupes parlementaires, l'on constate qu'il y a pléthore des agents. Qu'est-ce qui explique cette pléthore? Nous sommes à une situation d'exception. Voilà, c'est l'exception qui prime. Donc ici, on ne mise pas sur les moyens financiers ni matériels, mais la vision, c'est beaucoup plus la stabilité. Les gens voient plutôt la stabilité. Donc c'est comme c'est une période de transition où on veut, n'est-ce pas, faire une sorte d'unité. Et donc c'est comme par moment, on parle, n'est-ce pas, de gouvernement de l'Union nationale. Unité sans les moyens? Oui, bien sûr. Et donc, vous voyez, c'est aussi une gestion exceptionnelle. Ouais, et on a 197 conseillers. 197, avant c'était 93 plus 104, n'est-ce pas? Donc oui. 197 conseillers. Et 197 conseillers avec 12 groupes parlementaires. 14 commissions. 16 commissions. Donc, avec 16 commissions, ça dit que c'est... Les vice-présidences, bien sûr. Oui, oui. C'est une sorte de technique, n'est-ce pas, de gestion des ressources humaines pour permettre, n'est-ce pas, qu'il y ait une sorte d'accalmie. C'est-à-dire que c'est une façon de satisfaire, n'est-ce pas, les conseillers nationaux qui sont venus, n'est-ce pas, de différentes horizons. Vous voyez, on peut même parler de corporations. Ce n'est pas une assemblée ordinaire où il n'y a que les élus qui sont venus, n'est-ce pas, sous la bannière des partis politiques. Donc, c'est des organisations déjà déterminées à l'avance. Mais cette fois-ci, les gens sont venus de différentes organisations. Et vous voyez, quand c'est comme ça, la vision, l'intérêt principal, c'est d'abord la stabilité. La stabilité et puis l'unanimité. Et on va faire de sorte à ce qu'on parte vers, n'est-ce pas, la normalisation des choses. Donc, pour le moment, les moyens financiers, les moyens matériels, leur gestion ne compte pas tellement. On voit plutôt la gestion des ressources humaines. Oui, on parle aussi de la réhabilitation des groupes parlementaires. Ouais. Alors que quand on essaie de voir au Conseil supérieur de transition de 1993 à 1997, 96 autant pour moi, il n'y avait pas les groupes parlementaires. Pourquoi cette exception? Bon. Et d'autant plus qu'on est en transition là où il n'y a pas d'appartenance politique. Ouais. On ne devait même pas parler de groupes parlementaires. Ouais. Oui. Ouais. Bon, mais ça c'est une sorte de choses qu'on ne peut pas tellement expliquer. Mais à bien voir, l'objectif c'est toujours, n'est-ce pas, de mettre un peu de la discipline dans le fonctionnement du Conseil national de transition. Parce qu'avant l'arrivée des 104, il n'y avait que les points focaux. Et ces points focaux n'avaient pas vraiment de la force. Parce que c'était des organisations, n'est-ce pas, spontanées. Et les gens se retrouvent, on est bon, celui-là est notre point focal. Mais sans cahier de charge.
Vous voyez, les gens étaient là. Donc maintenant, avec l'ajout de 104, vous voyez que c'est beaucoup de gens. Et donc, pour éviter que chaque conseiller ne puisse être le répondant, n'est-ce pas, du président du Conseil national de transition, ça serait difficile pour lui de gérer un à un 197 conseillers. Donc, il faut les regrouper. Et on les regroupe, n'est-ce pas, dans les groupes parlementaires. Peut-être que l'appellation heurte un peu de l'abus parce que ce n'est pas vraiment un groupe parlementaire. Et donc, quand on le met ensemble, c'est dans le besoin de l'organisation. C'est pour éviter un peu de désordre. Et quand on est dans un groupe parlementaire, le groupe parlementaire est un groupe disciplinaire. C'est dire que vous avez un président du groupe parlementaire, vous avez un bureau qui existe, donc le bureau gère. Et tous les membres du groupe parlementaire ne peuvent que venir dans leur groupe parlementaire pour exprimer leurs besoins. Même pour déposer, n'est-ce pas, en tout cas, un amendement par rapport à une loi, il faut passer par le groupe parlementaire. Et quand il y a un groupe parlementaire, il y a aussi ce qu'on appelle le frais de fonctionnement, n'est-ce pas? Le frais de fonctionnement des groupes parlementaires qu'on donne en prorata des membres, n'est-ce pas, du groupe parlementaire. Donc, quand on parle de groupe parlementaire, c'est un groupe disciplinaire. Il se pourrait aussi que par un moment, comme par le passé, lorsqu'il y avait, n'est-ce pas, la situation sanitaire imposée par Covid-19, il était question que tous les députés ne viennent pas, n'est-ce pas, à l'hémicycle, mais on a seulement que pris les présidents des groupes parlementaires et le président des commissions. C'est eux qui avaient siégé à la place, n'est-ce pas, de tous les autres députés. Donc, ce groupe parlementaire existe, mais un président du groupe parlementaire, par moment aussi, quand par exemple c'est le huis clos, quand par exemple c'est des décisions importantes, on n'a pas besoin de l'avis de tous les conseillers. N'est-ce pas? Les conseillers n'ont qu'à s'organiser dans les groupes parlementaires et c'est seul le président des groupes parlementaires qui, n'est-ce pas, se prononce. Mais quand on essaie de voir la coloration de ces groupes parlementaires, on a comme impression, on assiste à des groupes parlementaires à caractère des partis politiques de l'opposition, de la majorité, de l'Alliance. Oui, c'est ça. Parce que ça aussi, c'est un manquement. Parce qu'on est dans une période de transition. On ne peut pas parler, n'est-ce pas, de la majorité. On ne doit pas aussi parler de l'opposition. Mais pratiquement, c'est ce qui se fait. Parce que nous sommes dans une période de transition. Moi, j'aurais voulu, n'est-ce pas, qu'on prenne la liste générale et puis par ordre alphabétique, on fait la répartition. Si chaque groupe parlementaire doit composer, n'est-ce pas, de 12 conseillers, c'est ça, n'est-ce pas, ce qui se fait, de 12 conseillers. 1, 2 jusqu'à 12, vous arrêtez. On arrête 1, 2, 12, donc ça veut dire que c'est un mélange, n'est-ce pas, des conseillers, sans tenir compte de leur corporation. C'est ça, ce qui allait, n'est-ce pas, faciliter le brassage, ce qui allait faciliter l'échange et l'harmonie, n'est-ce pas, des idées. Mais maintenant, quand on a laissé, n'est-ce pas, les conseillers s'organiser à leur manière, chacun choisit, n'est-ce pas, son groupe parlementaire. Et quand vous constatez, en réalité, ce qui se fait maintenant à l'hémicycle, il y a même des groupes qui ne doivent pas exister parce que leurs caractéristiques, n'est-ce pas, n'obéissent pas à des dispositions du règlement intérieur. C'est-à-dire, vous allez trouver un groupe parlementaire, comme on a dit, là, qui est constitué, n'est-ce pas, par exemple, des gens qui parlent presque la même langue. Ouais, les gens qui peut-être viennent, n'est-ce pas, d'une même zone géographique, peut-être des gens qui aussi ont plus ou moins la même obédience religieuse. Vous voyez, c'est un peu ça, alors que le règlement intérieur interdit. Donc, la composition, n'est-ce pas, des groupes parlementaires actuels, moi, je trouve que ça ne va pas de pair avec la vision de la transition. Et c'est ce qui fait que, par moment, peut-être, on va voir, quand un groupe parlementaire intervient, on voit, n'est-ce pas, dans son intervention, comme si il a tendance, n'est-ce pas, de s'opposer à la vision du gouvernement. Quand vous voyez les autres intervenants, c'est comme s'il a tendance à soutenir, même si ce n'est pas normal, le gouvernement, et ainsi de suite. Donc, ça, moi, je suis d'avis avec vous qu'il y a quand même des manquements. Est-ce que vous avez besoin de vacances parlementaires en cette période de transition? En se référant toujours au Conseil supérieur de transition, à l'époque, il n'y avait pas de vacances parlementaires. Parce que là, avec ces vacances parlementaires, le gouvernement peut profiter de ces vacances parlementaires pour faire passer certains projets de loi sous forme d'ordonnance.
Vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités. Le Conseil national s'est réuni, n'est-ce pas, à 2 sessions ordinaires. La première session commence, n'est-ce pas, le 1er février et la deuxième session, n'est-ce pas, le 1er septembre. Donc, la première session dure, je crois, 150 jours. Et l'autre, c'est 120 jours et l'autre, c'est 150 jours. C'est-à-dire 4 mois et 5 mois. Mais en dehors de ces sessions extraordinaires, ces sessions ordinaires, le gouvernement, surtout le chef de l'État, peut convoquer, n'est-ce pas, une session extraordinaire, oui, en cas de nécessité. Mais à ce niveau-là, c'est un jeu. C'est un jeu politique puisque il arrive souvent que le gouvernement profite, n'est-ce pas, des vacances parlementaires pour prendre sous forme d'ordonnances des lois qui n'ont pas de caractère, n'est-ce pas, qui ne devaient pas être prises, n'est-ce pas, en ordonnance. C'est des lois qui doivent être examinées, n'est-ce pas, de fond en comble au niveau de l'hémicycle. Ça doit passer, n'est-ce pas, à loi normale. Mais vous voyez, c'est quand on parle de pouvoir, la séparation de pouvoir, mais en réalité, c'est le complément, la complémentarité, n'est-ce pas? Donc, il peut arriver de moments... Et ça, c'est à l'avantage du gouvernement. Mais deuxième aspect, quand il n'y a pas une vacance parlementaire, vous voyez aussi qu'il y a un coût. Cela a un coût. Oui. Vous voyez, parce que quand il y a la session, il y a aussi ce qu'on appelle les frais de session. Donc, ça coûte, n'est-ce pas? Mais pendant les vacances... Les conseillers ont aussi les frais de vacances? Oui, les frais de vacances, parce qu'un conseiller, c'est le représentant, n'est-ce pas, de la nation. C'est le représentant du peuple. Donc, il ne peut pas... En réalité, les conseillers devraient, n'est-ce pas, comme dans certains pays, résider dans leur ressort. C'est-à-dire là où ils sont désignés, n'est-ce pas, si c'est les élus. Donc, ils devaient aller à la source, chercher des informations et revenir, n'est-ce pas, déposer un rapport. Ils déposent le rapport et sur ce rapport, maintenant, le Conseil national de transition doit essayer, n'est-ce pas, de retravailler les lois. Donc, aller en vacances parlementaires, quand on dit vacances, ça a trait un peu au loisir. C'est ça le problème. C'est aller en mission parlementaire. En RDC, on dit la descente parlementaire. Donc, c'est quand une mission, on vous envoie avec un moyen. Vous devez aller et revenir rendre compte, n'est-ce pas? Mais quand on dit vacances, il n'y a pas même quelquefois de rapport. On ne dépose pas le rapport. Parce que pour moi, c'est un temps mort. Où, voilà, moi, ici, en vacances parlementaires, je peux aller en France, je peux aller en Amérique, je peux aller n'importe où, sans revenir avec le compte-rendu, n'est-ce pas, des vacances. Donc, c'est l'appellation aussi qui prête confusion. On pouvait, n'est-ce pas, parler de la descente parlementaire, la mission parlementaire. Mais ce n'est pas une vacance. Quand on dit une vacance, on doit fermer même nos téléphones et puis ne pas entrer en contact avec quelqu'un. D'accord. Voilà. Parlant effectivement de l'incompatibilité du Conseil national de transition, il est écrit en son article, en l'une de ses dispositions, que l'exercice de mandat de Conseil national est incompatible avec les fonctions des membres du gouvernement de transition, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national ou international, de tout emploi public ou de toute activité professionnelle lucrative, à l'exception de l'enseignement, de la recherche scientifique, de la santé, de l'agriculture et de l'élevage. Donner un peu d'explication par rapport à cette disposition du règlement intérieur du Conseil national de transition. Bon, cette disposition n'est pas nouvelle. Même dans le règlement intérieur de la 3e législature, cette disposition existait toujours. Donc c'est de ça qu'on parle, n'est-ce pas, de la séparation de pouvoir. On parle, n'est-ce pas, on doit éviter aussi les cumuls, n'est-ce pas, de fonctions. Donc comme le pouvoir législatif est un autre pouvoir que le pouvoir exécutif, il ne doit pas avoir mélange. Vous ne pouvez pas être de la législation et puis être en même temps, n'est-ce pas, de l'exécution. Donc c'est une séparation. Et comme vous avez un mandat national, vous devez, n'est-ce pas, vous consacrer à l'exécution de ces mandats. Donc, il faut éviter l'encombrement. Mais quand vous êtes maintenant un député, un conseiller national, vous êtes en même temps un responsable quelque part. Vous voyez que ça joue. Et comme les députés ont ce qu'on appelle l'immunité parlementaire, vous voyez, quelquefois, si on ne sait pas de cadrer, les gens qui vont en abuser, ils vont utiliser, n'est-ce pas,
ses prérogatives, n'est-ce pas, même pour faire du commerce. Ouais, oui, effectivement, c'est là où j'allais venir. Oui. On a vu aussi des députés commerçants, oui, mais... des conseils commerçants. Est-ce que la loi l'autorise? Le règlement intérieur l'autorise? Non, je ne sais pas. Tacitement, ce n'est pas autorisé parce que quand vous êtes un commerçant, normalement, c'est un commerçant reconnu, vous devez avoir l'autorisation, n'est-ce pas, de faire le commerce. C'est ça, n'est-ce pas? Et quand vous avez l'autorisation de faire le commerce, on suppose que vous êtes DG de votre entreprise. Et la loi dit, quand vous êtes décrété conseiller national de transition, vous ne devez même pas être PCA, n'est-ce pas, de votre organisation. Vous ne devez pas être responsable de votre entreprise. Vous devez vous décharger de tout cela. Même les avocats ne doivent pas plaider, n'est-ce pas? C'est ça ce que le règlement intérieur dit. Donc, on ne peut pas faire les cumuls. Mais si les gens font, c'est un abus. Même, vous voyez, dans notre pays, des conseils, dans notre pays, pas seulement les conseillers, dans notre pays, les fonctionnaires de l'État, n'est-ce pas, ils sont privés des activités lucratives, n'est-ce pas? Mais les gens en font. Combien ont des entreprises? On a vu des députés, qui gèrent des bars, qui gèrent aussi des auberges. Bon, mais peut-être qu'ils profitent aussi de la négligence, n'est-ce pas, des pouvoirs pour en faire. Ils ne sont jamais contrôlés, ils ne sont jamais inquiétés. Donc, c'est comme si c'est permis et ils ne font qu'en abuser. Je trouve que c'est le rôle, n'est-ce pas, de l'exécutif de faire ce contrôle pour voir lesquels qui sont autorisés à faire le commerce, lesquels qui ne le sont pas autorisés. Parlant de la déontologie et de l'éthique des conseillers nationaux, il est interdit à tout conseiller national de prendre une inscription dans une université ou une école professionnelle de formation en dehors du territoire national. Pourquoi? Bon, c'est une loi, c'est voté, c'est en exécution, mais c'est conçu par les hommes, n'est-ce pas? Donc, je classe ça dans le concept, n'est-ce pas, de l'œuvre humaine, et qui ne manque pas des imperfections. Mais moi, j'étais député de la 3e législature, et c'est pendant la mandature que moi, j'ai pris mon inscription pour master au Cameroun. Oui, n'est-ce pas? Donc, cette disposition, je trouve nouvelle. Même à l'adoption de ce règlement intérieur, cette disposition a été décriée. Oui, parce qu'on n'est pas entré, n'est-ce pas, dans le progrès scientifique actuel. C'est-à-dire qu'on est en train de voir que si le conseiller prend une inscription, n'est-ce pas, à l'extérieur, on est en train de voir son absence. C'est comme s'il va, n'est-ce pas, briller par l'absence à des plénières, ainsi de suite. Mais sans le savoir aussi que maintenant, on peut prendre une inscription à l'extérieur et ne pas bouger. Il y a des formations en ligne, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je crois que c'est une disposition qui n'a pas son sens d'être. Ça, c'est mon avis. C'est mon avis parce qu'on peut prendre l'inscription, maintenant, là, même dans n'importe quel continent, et ne pas faire le déplacement et suivre le cours jusqu'à l'obtention, n'est-ce pas, du parchemin. Parlant du mécanisme du contrôle de l'action gouvernementale, il est parce qu'ici qu'il y a des questions orales avec débat, les questions d'actualité, les résolutions, les commissions d'enquête parlementaire, de contrôle, des auditions des membres du gouvernement. Et un peu plus loin, on parle aussi des motions de censure et des demandes de mise en accusation. En parlant effectivement de motions de censure, est-ce que, comme le dit le règlement intérieur, le Conseil national de transition peut prendre une mesure de sanction contre le président de transition alors que ce Conseil national de transition a été décrété par le même président? On se comprend? Oui, bon, c'est une question aussi très pertinente. Mais la loi, c'est la loi qui l'autorise. Le règlement intérieur permet, n'est-ce pas, qu'il y ait mesure de censure contre le président de transition, contre le premier ministre de transition, contre les membres du gouvernement et leurs complices. Vous voyez, si les faits sont prouvés, alors on passe à ces procédures. Mais comme je l'ai dit, il y a des étapes. Ce n'est pas qu'aussitôt on doit prendre, n'est-ce pas, des motions de censure, mais il y a des étapes. Avec la mise en place de la commission ad hoc, comme j'ai expliqué. Donc, toutes ces étapes doivent passer jusqu'à, n'est-ce pas, au vote
qui doit se passer à huis clos. Mais ils sont cités. Le président de transition, le premier ministre de transition, les membres, n'est-ce pas, du gouvernement. Même le président de transition, et c'est lui qui l'a décrété, c'est lui qui vous le décrète. Bon, moi je parle en termes de loi, mais est-ce que vous avez vu ça là, dans un pays africain? Ça n'a jamais eu lieu, n'est-ce pas? C'est le texte qui existe, mais la pratique, je ne l'ai jamais vue. Depuis même de première législation jusqu'à la troisième législature et aujourd'hui, n'est-ce pas, avec la transition, je n'ai pas encore vu. Peut-être les premiers ministres ont été mis en accusation, comme le cas, par exemple, du premier ministre de fait d'Adnaji, n'est-ce pas? Il a été... Il y avait aussi des techniques beaucoup plus diplomatiques qui ont empêché qu'il se présente même à l'hémicycle. Et puis, voilà, ça a passé dans la douceur. Donc, je me dis que c'est des textes qui existent, mais arriver jusqu'à cette étape-là, je ne l'ai pas encore constaté. Peut-être que c'est le futur qui va dire le contraire. Mais je ne pense pas qu'on peut arriver jusqu'à ce niveau-là. D'accord. On nous fait signe que nous sommes presque à la fin de notre émission. Alors, peut-être quelques secondes pour un message de fin à vos téléspectateurs, surtout que vous êtes aussi président d'un parti politique. Bon, on ne vous donne pas quand même l'occasion de battre campagne. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je ne suis pas de ce genre-là qui profite de l'occasion pour parler exceptionnellement de partis politiques. Moi, je dis que nous sommes à une période d'exception et qu'on doit faire de sorte à ce que la fissure ne soit pas tellement visible. C'est-à-dire la séparation, n'est-ce pas, des camps politiques. Vous voyez, n'est-ce pas, avec la mise en place de CONAREC, avec la mise en place, n'est-ce pas, de conseil national, de cadre national, n'est-ce pas, de concertation des partis politiques. Voilà, des partis politiques et ainsi de suite. Vous voyez qu'il y avait des remous, et les gens avaient décrié. Et moi, je trouve que ce n'est pas bien. On doit, n'est-ce pas, éviter au maximum, n'est-ce pas, la division pendant cette période de transition. Votre message est plus qu'entendu. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous tirons donc à la fin de cette émission. Nous venons de recevoir sur ce plateau Kosmady Merci, ancien ministre de l'Éducation nationale, membre du Conseil national de transition, rapporteur général du groupe parlementaire Alliance démocratique. Il était question au cours de cette émission du décryptage du règlement intérieur du Conseil national de transition. Au revoir et à la semaine prochaine.